Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Qualifying Podcast où on va parler de la course d'Australie. Et cette fois-ci, je suis avec Tanguy. Salut Tanguy, comment Salut, ça va très bien et toi ? Bah super, écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais et dans quoi tu es spécialisé ? Alors moi je suis animateur radio principalement, sous le nom de Tanguy Aurel parce que j'ai un alter ego très musclé et buveur de café qui s'appelle Tonton Batou, que vous pouvez retrouver sur Twitch principalement, mais aussi sur TikTok, Instagram, où là je fais plutôt du gaming, on va dire. Pour l'instant par exemple je joue à du Dark Souls. Et venez, c'est très marrant. Ça me fera toujours plaisir. Donc plutôt geek. Gros geek. Très et gros geek de la Formule 1 en même temps. Bah ouais, quand même. Hein. Je suis la Formule 1 depuis à peu près 2011, de manière relativement assidue. Ouais, on peut dire que je passe beaucoup de dimanches devant ma télé à regarder de la F1, même parfois très très tôt le matin, comme c'était le cas la dernière fois. Là. Bah super. Bah on va un petit peu analyser cette course d'Australie. Et merci de m'avoir invité en tout cas. Avec plaisir. Évidemment, avant les qualifs, on va parler de Alex Albon qui en FP3 se crash, comme l'année passée, au même endroit. Oui. Et boum, plus de voiture. Et là, Williams se dit, ah bah c'est pas grave, on lui donne la voiture de Logan Sargent. Ouais, c'est vrai que si tu le prends de ce point de vue-là, ça fait très bizarre. Et tu te dis, mais en fait, on se fiche royalement de la tronche de Sargent. Du coup, quelle injustice, quoi. Alors bon, si évidemment je me mets dans la tête de l'Américain, je me sens pas bien. Je crois que j'ai envie de tuer James Walls parce que j'ai envie de lui dire, non mais attends, c'est pas moi qui l'ai planté cette caisse. Pourquoi on le lui donne avec mes réglages et tout. Enfin. Bon, effectivement, si on le prend que sur le point de l'affect, c'est compliqué. Et même James Wolves l'a dit aussi, ça a été une des décisions les plus difficiles de sa vie à prendre, quoi. Ouais, il dit ça un petit peu pour. Il dit ça aussi un peu pour calmer le jeu. Oui. Maintenant, si tu regardes un petit peu de big picture, si j'ai envie de dire, tu sais, le grand schéma, dans les scores, on peut pas nier qu'aujourd'hui, Albon est très loin devant son coéquipier. Il fait une bien meilleure saison 2023. Il nous a même sacrément épaté. On se demande encore pourquoi on l'a lâché de ce baquet Red Bull au profit de Perez. Parce qu'il faut pas oublier qu'à une époque, c'était lui, le partenaire de Max Verstappen. Et donc, si on se met dans la tête d'un team principal, à un moment donné, tu te dis lequel a le plus de chances d'aller me chercher des points, des scores, etc. Et donc effectivement, moi si je suis à la place de lui, je prends la même décision. Je suis certain, parce qu'à un moment donné, tu dois mettre toutes les cartes de ton côté. Ouais. Je comprends cet aspect-là, mais pour moi quand même, tu te craches, tant pis pour toi et c'est ton problème, quoi. C'est dans un monde idéal effectivement ce qui se passe quand t'as deux équipiers qui sont au même niveau, tu vois. Je suis persuadé qu'aujourd'hui Ferrari, si c'était ce qui arrivait, il ne prendrait pas la même décision. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que ça se passe dans une autre équipe ? Il n'y a aucune autre équipe qui fait ça. Personnellement, je pense. Même, il n'y a aucune autre équipe qui, à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, ne ferait ça. Déjà parce qu'ils ont tous des châssis de rechange. Imagine Max, il crache la voiture. Bon, déjà ils auraient une autre voiture. Oui, ça c'est vraiment le problème de Williams. Même avec Max, il dirait jamais Sergio, tu donnes ta voiture à Max ? Non, jamais. Ça dépend où on en est dans la compétition. Si par exemple tu prends une saison 2021 et que Max Verstappen défend James Walls, big pot. Je suis pas du tout, mais il faut prendre, tu vois, en considération un petit peu tous les éléments. Et honnêtement, je pense que si Max Verstappen est à une course de gagner un championnat du monde, tu vois, on lui dit t'as craché ta bagnole, mais on n'en a pas de rechange, tu vas prendre celle de Perez. Ouais, je pense très honnêtement qu'évidemment il prendrait la même décision et que Max Verstappen s'envole avec la voiture de Perez. C'est évident pour moi dans ce cadre et dans ces conditions-là. Bon, là on sait que Williams va pas jouer pour la compétition, mais il joue aussi pour des points. Parce qu'à l'heure actuelle ils ont des chances de remporter des points, maigres comme chance, mais ils en ont, et donc tu dois mettre toutes les chances de ton côté parce que derrière c'est de meilleures possibilités pour commencer l'année suivante. Mais alors donc, je vois ce point de vue là, c'est clair qu'on se dit s'il y a quelqu'un qui peut marquer des points chez Williams, c'est Alex Albon, mais c'est quand même bizarre parce que si c'est ton deuxième pilote, tu pars quand même du principe qu'il n'est pas là par hasard et que normalement il sait quand même se débrouiller, et donc moi je trouve ça quand même un peu
c'est un peu dire à tout le monde, en fait, t'es mauvais, tout le monde sait que t'es mauvais. Et du coup, voilà, quoi, t'es un peu là juste pour faire joli parce qu'il faut un deuxième pilote. Mais en fait, on n'a pas besoin de toi. Non, parce qu'il faut jamais oublier une chose, on est en Formule 1. Et Formule 1, c'est 20 baquets. Et pour obtenir un baquet aujourd'hui, il faut être bon. Bon, à part Stroll. Mais bref, je fais pas de jugement de valeur. Oui, mais alors du coup, ça veut dire un peu que tu pars du... Toi-même, en tant que chef d'équipe, tu dis, en fait, il est pas bon et tu le dis devant tout le monde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est sur la sellette, ça c'est certain, parce qu'il a pas fait une bonne saison l'année dernière. Maintenant, il avait l'excuse d'être un rookie. C'est ce que j'allais dire. Il l'a plus. Parce qu'il a une saison derrière lui. Maintenant, il est censé scorer, il est censé montrer qu'il est entre guillemets digne d'être là. Ouais, ce qui n'est pas le cas. Ce qui pour le moment n'est pas le cas. Et donc oui, je pense qu'il y a vraiment une alerte qui est lancée vis-à-vis de Sargent pour lui dire attention Coco, parce que là, on préfère quand ton coéquipier plante sa bagnole, mettre ton coéquipier dans ta bagnole. Mais tu penses pas que justement ça va encore être pire après, ou en fait il son moral déjà c'était déjà pas terrible. Je pense que ça peut être deux choses. Et on le vit à l'heure actuelle avec Sainz. Sainz, il a pas de baquet pour l'année prochaine. Soit Sargent, il décide de comprendre qu'il est sur la sellette et donc de lâcher maintenant son A-game, tu vois. Il dit, je dois tout jouer maintenant, et donc tu vas voir un pilote se réveiller et peut-être qu'on va être surpris. Soit effectivement, comme tu dis, il va avoir une baisse de morale, il va se dire putain, mais qu'est-ce que je fous là ? En fait, j'ai pas de bonne raison d'être là. Maintenant, là où il faut aussi réfléchir, à un moment, Williams a décidé de mettre tout son pognon dans le développement d'un châssis plutôt que d'avoir un châssis de secours. C'est un peu là le problème à la base. C'est un vrai problème maintenant. C'était aussi, pour moi, c'est un problème parce que ça permettait pas au pilote d'avoir justement cette sécurité de se dire si je me plante, je pourrais récupérer une voiture. C'est dans la tête donc un pilote. Je vous rassure, personne ne veut se planter. Vraiment personne. C'est c'est arrivé. C'est pas de chance quelque part. Et là pour le coup, c'est un peu vraiment faute à pas de chance. Mais il y a aussi l'idée que c'est faute à Alex Albon. C'est faute à Alex Albon, et en même temps il faut qu'il comprenne sa voiture, tu vois, elle est quand même nouvelle encore, c'est une nouvelle saison. Oui, mais tu vois là où moi je trouve que c'est un peu bizarre, c'est que c'est lui qui fait l'erreur et en fait il n'est pas puni vraiment pour son erreur. Je pense qu'il a dû salement se faire engueuler, tu sais. Je pense que là t'es aussi à la place de James Walsh, tu lui dis alors je te fais un cadeau, ce cadeau me coûte extrêmement cher. Et je pense que là, Albon aussi doit comprendre que t'as merdé une fois. Et il faut pas oublier une chose aussi, c'est que s'il recommence, si là il avait planté la voiture, au Japon, il n'y a pas Williams. Ouais, ça c'est vrai. Williams va commencer avec une seule voiture au Japon aussi. C'est extrêmement pénalisant pour son écurie. Et donc, évidemment qu'à un moment donné, ils ont dû se regarder entre quatre yeux et te dire attends mon coco, parce que là on t'avait prévenu, il le savait qu'il n'y avait pas de voiture de rechange. Donc je pense qu'Albon c'est pareil. Là il doit s'être pris une clim phénoménale. Et je pense il a dû le sentir. Ouais, je pense qu'il a dû le sentir. La preuve, c'est que dans la course, il joue ultra safe. C'est ce que j'allais dire. Ça s'est senti un peu dans la course où il était. Non, je prends pas trop de risques. Mais d'ailleurs, c'est un truc auquel il faut réfléchir aussi. Et je pense pas finalement que cette décision d'avoir développé un meilleur châssis au détriment d'en avoir un de secours soit une bonne décision non plus, parce que du coup, les pilotes savent qu'ils doivent jouer très sécure et ne vont pas aller chercher la prise de risque. Or, on le sait en Formule 1, pour pouvoir dépasser aujourd'hui, les écarts sont extrêmement resserrés, etc. Sans prise de risque, sans un méga dive bomb, un freinage tardif, une opportunité au DRS, etc., tu vas rien chercher. Surtout avec une voiture comme Williams. Surtout avec une voiture comme Williams. C'est là où tu dois prendre des risques, parce que tu sais bien qu'à la régulière, tu vas pas gagner. C'est compliqué d'aller chercher des points à la régulière, parce qu'il y a des écuries qui aujourd'hui s'illustrent très bien. Donc non, effectivement, est-ce que c'était la bonne décision ? Aujourd'hui, c'est punitif. Peut-être que demain, ça va permettre à l'écurie d'être un peu plus performante. Est-ce que c'est une saison entre guillemets un peu sacrifiée pour Williams ? On commence à en avoir vécu beaucoup. Maintenant, ils sont arrivés au cap budgétaire aussi, comme la plupart des autres écuries. Donc, normalement, c'est plus une question de pognon. Ils ont un talent avec Albon, ils ont une promesse avec Sargent. Il faut pouvoir exploiter ça au mieux. Et à l'heure actuelle, ils sont peut-être pas dans les meilleures conditions stratégiques en termes d'écurie pour y arriver. Donc il faut peut-être se poser d'autres questions. Je pense que Williams a encore beaucoup de cartes en main et beaucoup de possibilités. Ils font des meilleures saisons qu'avant, où ils étaient tout le temps derrière et ça devenait attristant, parce que c'est quand même une écurie légendaire de la Formule 1. Et donc ouais, je pense qu'il faut à un moment se réveiller, prendre les bonnes décisions et se dire que peut-être qu'en ayant voulu jouer sans filet de sécurité, aujourd'hui on en paye le prix. Les qualifs, le top 3 c'est Max Verstappen en premier, Carlos Sainz en deuxième et Sergio Perez en troisième.
quand même Carlos. Le gars se fait opérer. On se dit, il va pas être bien. Il revient. C'est lourd, une impadicite. Hein. Enfin, le gars revient, il nous fait 2e place. Ouais. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et c'est incroyable quand même. Il est très étonnant ce pilote. Et ce qui est dommage, c'est qu'il se réveille que quand finalement il a des opportunités ou quand il est sur la sellette. C'est vrai que là, si je suis Fred Vasseur aujourd'hui, je me pose des questions. Je suis pas encore en train de me dire est-ce qu'on n'inverserait pas Carlos Sainz et Charles Leclerc, mais en tout cas, tu te poses des questions. Mais c'est vrai que Carlos Sainz, c'est le seul qui a battu Max Verstappen sur les derniers Grands Prix, 2 fois, sur 2 masterclass incroyables. Et là en qualif, il nous impressionne beaucoup. Et même Charles, il est 5e. Bon, il a arrêté son dernier tour, mais quand même, d'habitude c'est Charles qui. Ce qui est dommage, en fait, ça pose des vraies questions parce que si on prend Ferrari dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on attend de Charles Leclerc pour 2025 ? En fait, quand tu vois Carlos Sainz performer comme ça, quand tu sais que c'est lui qui a gagné le seul Grand Prix de l'année passée, que même dans les points à la fin de la saison, c'est pas si fulgurant que ça pour Charles Leclerc, quoi. C'est pas vraiment un exploit ce qu'il a fait par rapport à son coéquipier, j'entends. Donc tu peux vraiment légitimement te poser la question de est-ce que le but du jeu c'est de mettre Lewis Hamilton l'année prochaine premier de l'écurie et que Charles Leclerc soit un bon petit toutou numéro 2, ou est-ce que il cache très bien son jeu du côté de Fred Vasseur et que en fait Charles Leclerc, pour l'instant, on lui dit temporise mon gars, ton temps viendra, tu vois. Tu crois vraiment qu'un pilote de Formule 1 peut faire ça ? Non, et c'est bien ce qui me fait peur pour Charles Leclerc, parce qu'à l'heure actuelle, il faut jamais oublier une chose, les contrats, ça se bouge quand on veut en Formule 1. Ça c'est si on a envie d'un coup d'un seul. Charles et Ferrari, c'est un peu. Oui, mais en même temps, si tu fais pas des scores, tu fais pas les scores, quoi. Et et ça, c'est dans leur contrat aussi. Hein. Ils ont des clauses stipulant que si t'as pas fait X points dans l'année, ou voilà, qu'on ne connaît pas évidemment, mais on peut briser des contrats comme on veut en Formule 1. Mais je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, je pense que Charles, c'est probablement un des meilleurs pilotes qu'il y a actuellement. Il l'a montré de nombreuses fois. Il peut battre Max Verstappen en qualif. C'est pour ça que ça pose il question. il lui manque, je trouve, ce truc de que Max a, même que Carlos a, il y a un moment où je fais pas de cadeaux aux autres. J'ai l'impression que Charles, il est toujours un peu trop poli, un peu trop gentil. Sauf avec Max Verstappen. Et c'est ça qui est chiant avec Charles Leclerc, c'est que Max Verstappen, il le connaît par cœur. Ils ont fait du karting ensemble depuis qu'ils ont 10 ans, t'imagines quand même l'historique qu'ils ont. Et on l'a déjà vu, je crois que c'était au Brésil où ils étaient côte à côte et Charles Leclerc lâche rien à Max Verstappen et où ça se bagarre et où tu fais waouh, mais c'est quoi ces séquences? Ils se connaissent par cœur. Et aujourd'hui, l'homme à abattre, c'est Max Verstappen. Mais j'ai l'impression, tu vois, que pour être champion du monde, il faut un peu être un méchant, entre guillemets. Il faut pas se laisser faire. Et qu'il manque ça à Charles Leclerc. Charles Leclerc, il est trop gentil. Ben justement, si tu fais venir un Hamilton dans le truc. Hamilton qui n'a plus qu'une seule chose à prendre, c'est un dernier titre de champion du monde pour dépasser Michael Schumacher. Et oui, Mick, il en a aucun. Ouais, mais il a plus que ça. Hamilton. C'est la seule chose qui manque à son palmarès, tu vois. Il a failli l'avoir en 2021. Certains diront, il aurait dû l'avoir en 2021. Il lui manque que ça, tu vois. Et Lewis Hamilton, il est pas bête. Il sait que Ferrari peut lui offrir ça. Parce que Fred Vasseur, il le connaît bien. Il est en train d'essayer de recruter Adrian Newey, qui est vraiment aujourd'hui la clé pour pouvoir gagner en Formule 1, parce qu'on est aujourd'hui principalement sur du taf à l'aéro. Et l'aéro, le meilleur génie de cette terre, c'est lui, c'est Adrian Newey. Donc, et surtout, Ferrari, s'ils peuvent gagner un 8e avec Lewis, bien sûr, c'est le rêve ultime. Ils vont tout faire pour ça. Mais t'imagines l'histoire. Lewis Hamilton qui nous fait une Tom Brady, quoi, tu vois, il change d'écurie pour sa dernière saison, il va chercher un titre. Évidemment que ce serait fou, ce serait une histoire légendaire. Oui, mais du coup Charles, il est un peu entre deux, quoi. Sauf si Charles devient en fait l'apprenti, tu vois, et qu'il y a un passage de main de témoin plutôt, non pas comme on le croyait avec George Russell, mais avec Charles Leclerc. Et que on le sait très bien que Nico Rosberg, il a appris à côté de Lewis Hamilton, et que le seul titre qu'il a été chercher, c'est en apprenant comment Lewis Hamilton a réussi à le détruire psychologiquement, ou à essayer en tout cas. Et donc, si Charles prend bien sa leçon,
bah peut-être qu'il pourrait avoir ce truc qui lui manque pour aller battre Max Verstappen qui lui c'est évident qu'il l'a, il lâche rien sur le circuit, c'est un chien, tu vois, il lâche rien. Et c'est vrai que Charles Leclerc, il a un petit peu ce côté bon enfant de bonne famille, le gendre idéal monégasque de la famille du prince Albert qui fait pas trop de vagues. Bon, c'est pas tout le temps vrai, hein, parce que il sait se battre et il sait aller sur la piste justement contre Max Verstappen. Mais je pense que Vasseur, il a vu ça en lui. Je pense qu'il est capable de faire ça. Il lui manque peut-être effectivement la bonne leçon qu'on voit pas en paddock, qu'on voit pas en backstage, et que effectivement ça peut arriver. Oui, maintenant, là, je me pose cette question. C'est voilà. ça. Et Carlos, là, pour l'instant, actuellement, il a ce truc, et c'est ce qui fait que quand il y a une opportunité, il apprend. Il est là, et pas de cadeau. Et surtout, on l'a vu dans la course. Ouais. Et il n'y a personne qui l'a rattrapé. Hein. Il est parti. C'est une flèche. Hein. Personne n'est revenu. Charles, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il s'est jamais rapproché. De mémoire, il termine quand même 2 secondes et demie derrière son coéquipier. Je crois à la course, il faut à vérifier. Enfin, bon, il y a quand même un écart assez important. Maintenant, c'est un doublé Ferrari, c'est toujours. Et 3 dixièmes en qualif. Ouais, c'est beaucoup, 3 dixièmes en qualif, ça c'est clair. Pour 2 voitures équivalentes. Surtout quelqu'un qui revient d'une opération. Ouais, comme je te dis, hein, il faut croire que ce petit machin pèse plus lourd que ce qu'on croit. Mais on fait la blague, maintenant il y a tous les pilotes qui vont vouloir aller se faire opérer. Ouais. Attendez, je peux perdre du poids comme ça. Peut-être Logan Sargent, il se dit, il y a peut-être un truc. Mais tu vois, au même titre justement que Logan Sargent, Carlos Sainz, il est sur la sellette cette saison-ci, il doit prouver, il a un baquet à aller chercher. C'est le seul qui est sûr qu'il a besoin d'une place, tu vois. Oui, est-ce que c'est pas comme Bottas quand il est parti de Mercedes, ses premières années chez Alfa Romeo, où il était un peu libéré d'un poids, tu vois, j'ai l'impression. Est-ce que Carlos c'est pas aussi ça au final? Surtout Ferrari, il doit quand même avoir énormément de pression. Est-ce que c'est pas voilà. Ton avenir est incertain, mais bon, on sait qu'il y a d'office une écurie qui va le reprendre, ça c'est sûr, ce serait impossible. Sauf s'il commence à vraiment faire de la merde, mais effectivement là il est dans de très bonnes dispositions pour aller chercher. Et donc en fait, est-ce qu'il se dit pas, là en fait, non. Surtout, à mon avis, tu vois, parce qu'il y avait le côté justement Charles Leclerc qui est mis en avant, on l'a vu à certaines courses où il devait le laisser passer, ce genre de choses. Est-ce que là, si Ferrari demande de laisser passer Charles, je crois pas que ce soit. Non, ça n'arrivera pas. Voilà, effectivement, oui, parce qu'il a rien à donner à Ferrari aujourd'hui. Il a rien à perdre et il a tout à gagner. Donc. Et je pense qu'effectivement, maintenant que la décision est prise, je vois pas Fred Vasseur revenir en arrière, tu vois, et dire finalement Carlos, tu vas pouvoir aller, ou alors il va le négocier salement, tu vois. Mais bon, bref, ça n'arrivera pas. Ça, j'en suis certain. Par contre, se dire qu'il est libéré et qu'il est tranquille, etc., pas du tout, parce qu'au contraire, il doit aller chercher un baquet. Sa mission à lui cette année, c'est d'une part mettre le maximum de points parce qu'il est dans une voiture qui peut aller chercher des podiums, peut aller chercher des victoires, et il a envie d'enrichir son palmarès, ce mec. Tu vois. Mais s'il nous fait ça à 50% de ses capacités, qu'est-ce qu'il nous fait Mais il n'est pas à 50% de ses capacités, là il est à 120% parce qu'il doit prouver. Ouais. Parce qu'il doit prouver à Red Bull, à Mercedes, à McLaren peut-être, ou peut-être même au projet Audi qui arrive bientôt, que en fait ce gars-là, c'est le gars sur qui il faut compter pour aller chercher des podiums, des victoires, peut-être un titre, etc. Il a besoin de prouver ça. Pourquoi je crois pas qu'il ira chez Red Bull? Parce que je pense qu'il a trop les crocs. Et que Red Bull va chercher un numéro 2. Tu vois, c'est pour ça que Perez est bien pour eux à l'heure actuelle. Parce qu'il va pas déranger Max Verstappen. C'est Max Verstappen qui gagne. Même si Red Bull aurait beaucoup à gagner à avoir un autre champion du monde que Max Verstappen. Mais c'est pas comme ça qu'ils le voient à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, je pense pas. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit un très bon support. Carlos Sainz, aujourd'hui, il est plus capable de faire ça parce qu'il a été le support de Charles Leclerc. Il a pas envie de ça. Donc, je pense qu'il a plus dans le viseur Mercedes à l'heure actuelle. Ou le projet Audi. Je pense qu'il est plus là-dedans. Je le vois bien aller là-dedans. Je suis pas sûr que c'est ce qui arrivera. J'ai pas une boule de cristal. Mais il y a d'office une écurie importante et intéressante qui va aller le chercher s'il continue à aller chercher des points. Il le fait, il le démontre. Il est allégé, si tu veux, de la pression que Ferrari lui met. Et on sait que Ferrari savent mettre de la pression. Regarde les saisons de Vettel avec Ferrari. L'enfer que ça a été pour lui. Alors que c'est Vettel dont on parle quand même. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Je pense que c'est peut-être aussi ce qui est un peu arrivé à Charles Leclerc. Tu vois, Ferrari l'a peut-être un peu écrasé par l'historique de Ferrari. On sait que ça a toujours été une écurie compliquée avec ses pilotes. Si tu veux gagner chez Ferrari, il faut être
une plus grande tête que finalement Enzo Ferrari ne l'était lui-même. Schumacher était un exemple parfait pour ça. C'est le mec, il allait se bagarrer dans les paddocks. Peut-être etc. Hamilton, Voilà. non, c'est peut-être ça qu'il faut. Hamilton, ils vont jamais pouvoir lui marcher dessus. Jamais. C'est Hamilton. Et le mec, il a plus de titres de champion du monde pour lui-même que pour Ferrari sur les 20 dernières années. Donc, évidemment qu'il va leur parler comme si c'était des chiens. Alors, je crois pas. Il a une bonne personnalité, une bonne aura ces derniers temps. Mais à une époque, c'était pas pareil. Mais voilà, surtout, tu vois. Il sera content de quitter Mercedes. Je pense qu'il est content de quitter Mercedes parce que il a encore l'écro et qu'il a envie. Il sait que Ferrari peut lui apporter mieux à l'heure actuelle que Mercedes. Mais voilà, c'est beaucoup de questions pour Carlos Sainz. Il a qu'une seule chose à faire pour l'instant, c'est mettre le maximum de points, battre Charles Leclerc à chaque fois qu'il le peut. Il le fait. Il démontre qu'il est un bon pilote. Dans l'esprit des gens, un meilleur pilote que Charles Leclerc. Je n'arriverai pas à m'avancer jusqu'à dire ça à ce stade, mais c'est ce qu'il a besoin de prouver. Il le fait très bien et donc qu'il continue comme ça, qu'il aligne les masterclass et évidemment qu'il aura son baquet l'année prochaine. Sinon, ce serait fou de se dire qu'on abandonnerait un pilote pareil. Ce serait complètement dingue. Alors qu'on a autant de contrats qui doivent se renouveler, ce serait fou. De nouveau, un point important, c'est Tsunoda qui se met 8ème en qualif. Et Ricciardo qui est seulement 13ème. Ouais. Ça va pas du tout. Bah ça va pas du tout et c'est assez inquiétant, surtout que, on en reparlera peut-être pendant la course, mais c'est vrai que la particularité de Ricciardo c'est le freinage tardif et il se fait battre par Tsunoda à ce jeu-là et donc oui, à l'heure actuelle Tsunoda est un meilleur conquérant de points et de bons chronos que ne l'est Ricciardo. Et donc il faut s'inquiéter pour lui parce qu'on le croyait capable d'aller chercher le baquet de Pérez. Aujourd'hui, c'est pas forcément une science exacte. Hein. Donc il faut se sortir les doigts comme on dit. Surtout Pérez, il est 3ème là, donc pour l'instant il est tranquille. Quoi. Bah, il fait le taf, on va dire. Il fait, je trouve, le taf minimum. Mais oui c'est pas brillant, mais c'est tout ce qu'on lui demande. Il a la seule voiture qui est censée pouvoir battre à la régulière Max Verstappen. Il le fait pas. Donc pareil, il faut faire attention parce que lui aussi son contrat s'arrête bientôt. Un autre point important, c'est quand même Lewis Hamilton qui se fait éliminer en Q2. Ça n'arrive pas souvent, hein, mais ça va pas trop là pour l'instant. Lewis, je sais pas quoi penser de lui cette saison-ci. Il me rappelle vraiment 2022 quand il est arrivé qu'il avait perdu ses tripes quoi. Mais je pense qu'il s'en fiche un peu. Tu vois bien qu'il a déjà la tête chez Ferrari. Il sait qu'il a rien à aller chercher avec Mercedes. Peut-être éventuellement une victoire sur un coup de chance, comme c'est arrivé il y a 2 ans au Brésil. Il s'en fiche. Ça se voit en fait. Ça se voit qu'il est là sans être là. Il fait presque des défilés de mode plus que de la course. Bon. J'adore Lewis Hamilton. Mais... Bon, c'est quand même la voiture, parce que ça reste Lewis. Et bon, être 11ème, on se dit quand même que la Mercedes, c'est quand même un peu... Faut bien se mettre aussi à la place de Mercedes. Ils savent que Lewis va partir. La voiture, elle est plus développée pour lui. Elle est développée pour Russell à l'heure actuelle. Oui, mais Russell, il est 7ème, donc c'est quand même pas incroyable non plus. C'est pas incroyable non plus. Faut pas oublier non plus une autre chose. On le disait déjà dans les saisons précédentes. Lewis Hamilton, il était habitué à se battre pour les premières places. Là, il se retrouve dans des courses de peloton, là où Russell justement est plus à l'aise. Bon, c'est une saison transitoire pour Mercedes, c'est évident. Russell, il doit surtout prouver que peu importe la personne qui doit arriver à côté de lui, c'est lui qui va être le numéro 1. Il n'est pas en train de le faire avec brio, mais il y a un peu à boire et à manger. Lewis Hamilton, il attend peut-être la course où ça pourra bien se passer pour lui. Ouais, il nous fait un peu une Vettel dernière saison Ferrari, tu vois. C'est qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner? Pas grand-chose. Donc il fait son service minimum. Ouais, ça se voit vraiment, je trouve. Lando Norris qui est 4ème, c'est bien de le souligner quand même. McLaren qui est mieux que ce qu'ils avaient imaginé. Donc ça c'est quand même pas trop mal, un début de saison plutôt pas mal pour McLaren. McLaren fait un bon début de saison, on n'est pas à l'abri que McLaren nous fasse aussi des bonnes surprises comme l'année dernière, que McLaren soit une écurie sur laquelle il faudra compter sur chaque podium. Moi j'ai envie d'y croire, parce que ce serait bien pour une fois de voir un peu autre chose, une autre écurie se remettre en avant. C'est plus arrivé depuis tellement longtemps pour McLaren. Donc je serais content pour eux. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ils ont un bon alignement d'étoiles.
pourvu que ça dure. Ils ont mis le bon argent au bon endroit aussi. Ils ont recruté les bonnes personnes, je pense. Et je pense qu'il y a des bonnes choses, des bonnes perspectives pour McLaren. Ils ont 2 très bons pilotes en plus, donc ouais, c'est le moment ou jamais d'y aller, quoi. Et il faut y aller. Et alors, on peut souligner les 2 Aston Martin, 9e et 10e. Bon, Stroll qui se met devant Alonso, c'est rare quand même, mais bon. Ouais, bon, ils sont 9 et 10, hein, c'est pas un gros écart. Je sais pas trop aussi non plus comment Alonso il est, dans quel état d'esprit cette année. C'est toujours un peu comme ça, c'est marrant quand tu regardes à chaque fois parce qu'il a beaucoup bougé d'écurie ces dernières années. La première année, il étale tout son amour pour cette nouvelle écurie. L'année suivante, très vite, et bam, il détruit tout. Enfin, là, il est en train de nous ressortir ses réflexions à la Alonso. On en reparlera peut-être avec la pena qu'il a eue. Qui est dingue, mais bon, bref, voilà. Mais je sais pas trop parce que il y a vraiment cette problématique Stroll, si je puis dire. Stroll, je me demande encore ce qu'il fait en Formule 1 est-ce qu'il a envie d'être là, surtout? Ouais, parfois c'est la question. Vraiment la question. Et parfois, on se demande vraiment, est-ce que lui, il veut être là, tu vois? En fait, on sait pas. C'est le fils du patron. Il a son CDI signé chez Aston Martin et il a jamais de risque dans sa vie, quoi. Maintenant, bon, il faut jamais oublier que Lawrence Stroll, c'est pas le seul à décider. Hein. Chez Aston Martin, c'est lui le patron, certes, mais si Stroll ne fait pas de score, à un moment donné, il y en a d'autres qui vont commencer à lui dire, dis, Loulou, il y en a 14. Mais le problème, c'est qu'il arrive quand même malgré tout toujours à être dans le top 10. Ouais, et du coup, on dit, c'est pas si mauvais que ça et c'est pas si bien non plus, mais bon, il est quand même toujours là, tu vois, donc on peut pas lui en vouloir totalement. Je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, bon, c'est Alonso, quoi. Et ouais, Alonso, je sais pas ce qu'il cherche cette année. Il sait qu'il y a beaucoup de contrats qui vont se renégocier. Là où tu te dis, ce serait le moment de sortir ton grand jeu aussi, mais bon, il a déjà fait beaucoup. Faut pas oublier qu'il a quand même une sacrée bouteille derrière lui. Il a 2 titres de champion du monde. Il a déjà marqué l'histoire, quoi qu'il arrive. Mais là, il est bien chez Aston Martin, mais on sait très bien qu'Alonso, c'est le renard. Dès qu'il va, s'il y a mieux qui se présente, là, c'est sûr. Mais n'importe qui, tu sais. Si demain il y a Christian Horner qui vient le voir pour lui dire, écoute Coco, j'ai Perez, on le dégage, je te mets à sa place. Personne ne dit non. Je pense qu'il y a quand même des gens, tu vois, par exemple Norris avec McLaren. Charles avec Ferrari, je pense qu'il y a quand même des pilotes qui sont tellement attachés qu'ils partiraient pas. J'y crois pas. Je crois à aucun. Tu penses si Red Bull offre à Norris, il s'en va? Je pense que n'importe quel pilote à qui on offrirait la place de Perez aujourd'hui, à part éventuellement Lewis Hamilton, tu vois, ou Charles Leclerc. Gasly et Albon, je suis pas sûr qu'ils aient envie d'y retourner. Si, parce qu'en fait ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est gagner. Ils font de la Formule 1. Mais ils gagneront pas parce qu'il y a Max. Tu vois, ils gagneront quand Max gagnera pas, et c'est déjà ça. Ouais. Voilà. Et parce qu'ils savent, au fond d'eux, ils savent qu'ils sont les meilleurs. Donc oui, évidemment, si tu leur donnes la caisse, ils vont la prendre. Je suis certain. On va parler maintenant de la course. Hein. Ouais. On se disait Max Verstappen, la voiture qui prend feu après 3 tours. Là, on se dit no swear. Les fantasmes les plus fous se sont réalisés. On va avoir une course incroyable. Il va y avoir la bagarre pour la place numéro 1 entre Perez, entre Leclerc, entre Sainz. Et non. Et puis on a fait la sieste parce qu'on était crevés de se lever à 5h du matin et voilà. Mais heureusement il y avait une rediff un peu plus tard. Ouais, heureusement. Moi, je t'avoue que c'est bien la rediff dans ces cas-là. Mais c'est vrai que ça réveille quand tu vois Max qui abandonne après 3 tours, tu dis ça change d'habitude, il va se passer quelque chose. T'enfiles ton café vite fait et puis tu te dis allez on y va maintenant. Mais donc comme quoi, c'est pas parce que Max n'est pas là que y a pour autant une bonne course avec des bagarres pour la première place. Bon, il y a eu de la bagarre quand même, hein. Pas pour la première place. Mais pas pour la première place, encore une fois. Et c'est vrai que c'est très impressionnant finalement de voir que quand Max n'est pas là, quand il y a un Sainz qui prend l'opportunité, il domine. Et c'est hyper intéressant en vrai parce que on peut vraiment se poser la question de finalement quand tu t'envoles numéro 1 avec ce nouveau système d'évacuation d'air, etc. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, bon, je suis pas là pour remettre en question les points techniques que je ne connais pas très bien, et je suis désolé. Mais Carlos Sainz, finalement, en fait, il démontre qu'il est très bon et que très impressionnant, qu'il est très impressionnant. Donc, il a pris l'opportunité là où il fallait la prendre, il l'a gagnée, et
gros GG. Je t'avoue, je pense que c'est au deuxième tour, il dépasse Max Verstappen et là tout le monde se dit attends, il y a un truc qui va pas là, c'est pas normal. Je crois qu'on avait déjà eu la radio où il pensait qu'il y avait des problèmes avec ses pneus à ce moment-là, où il dit je crois qu'il y a un problème là, et puis finalement il comprend que c'est le freinage. Et puis oui, quand il arrive au stand et qu'on voit le frein en feu là, bon ok, il n'y a plus aucun problème, on a compris. Ocon a eu un problème un peu similaire, mais lui c'était un tear-off qui avait été se loger dans ses freins. C'est très rare quand même pour Red Bull que ce genre de choses arrive. Alors c'est très rare ces derniers temps, hein. Faut pas oublier qu'il y a une époque où Red Bull, les problèmes de fiabilité en début de saison c'était beaucoup, hein. Donc ces derniers temps effectivement c'est beaucoup moins arrivé. Ça faisait très longtemps d'ailleurs que Max n'avait pas l'année passée, pas fini sans faute quoi. Ouais, c'était dingue. Et donc oui, effectivement, ça ce serait étonnant que ça revienne, je pense. Je pense qu'on a vécu ça en 2022. Pardon ? On peut croiser les doigts que ça revienne. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est vrai que moi, ce que j'attends pas, c'est pas forcément que Max Verstappen ait des abandons. Ce que j'attends, c'est que Max Verstappen se crache et meurt. Non, ce que j'attends, c'est que il soit. Ne prends pas ça. Ce que j'attends de Max Verstappen aujourd'hui, finalement, c'est plus qu'il soit à la bagarre avec quelqu'un. Ça peut être Perez, ça peut être Sainz, ça peut être Norris, ça peut être Leclerc, peu importe. Même Piastri, vraiment, ce serait génial. Je ne lui souhaite que ça parce que même pour lui, ça va le réveiller, ça va le remettre dans des conditions où on va revoir un Max Verstappen avec les couteaux entre les dents, quoi, tu vois. Je veux revivre une saison 2021 contre Lewis Hamilton. Mais alors du coup aussi, ce qui est la question qu'on peut se poser, c'est Max n'est pas là. On se dit, Perez, il a la meilleure voiture. Ouais. Logiquement, c'est le moment où il doit se dire, les gars, c'est maintenant ou jamais, je gagne la course, quoi. Je prends le dessus, même au niveau du championnat. Il aurait pu être premier au championnat. Ouais. Et il le fait pas. Il est, je ne sais pas combien, il est cinquième. Ouais, c'est ça, 5e. Donc on se dit quand même, c'est une opportunité ratée, quoi. On n'aura pas beaucoup des comme ça, tu vois. Il aurait dû faire ce que Carlos Sainz a fait à sa place. C'est ça. Et donc du coup, inquiète-toi gros, parce que moi je suis à la place de Horner, je vois le mec qui a le mental qu'il me faut à ce moment-là. Et donc oui, je pense qu'il faut effectivement que Perez réalise que quand il est à la 3e place au départ du Grand Prix et que Max Verstappen doit abandonner sur un problème de frein, il doit battre le premier. Oui. Il a la caisse pour le faire. C'est pas juste une complaisance de dire ça, c'est une mission à ce moment-là. Et il doit me prouver que c'est Red Bull qui est meilleur que tout le monde et pas simplement Max Verstappen. Et aujourd'hui, il ne prouve pas ça. On devrait vivre une saison, chaque saison, on devrait vivre ce qu'on avait vécu avec Rosberg et Hamilton l'année où Rosberg a été champion du monde. C'est ça la mission de Perez. Et il n'est pas là. Et donc non, c'est vraiment problématique. Et t'es où pas là Ouais, c'est ça. Donc non, se retrouver derrière les McLaren, derrière les Ferrari, c'est hyper problématique. Et il faut pas oublier que son contrat s'arrête, que déjà l'année passée, on était tous déjà à prédire que quelqu'un d'autre allait être à sa place. Il a beaucoup de chance, je pense, d'être encore là. Et n'oublions pas qu'on est chez Red Bull et que Red Bull, à n'importe quel moment, ils sont capables de changer les pilotes dans les baquets. Et c'est surtout bizarre parce que les 2 courses précédentes, il a quand même fini 2e à chaque fois. Donc on se disait, tranquille. Il était censé faire ça. Il a la meilleure voiture, donc c'est sa place logique. Et bon, là, voilà. Est-ce que du coup, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est pas Red Bull qui s'est planté ? Ils ont peut-être pas bien préparé leur course ? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur qu'on ignore et qui fait que ils n'ont pas été chercher cette victoire ? Peut-être. Là, j'ai pas l'info et on n'est pas dans les paddocks pour le savoir. On n'est pas, on n'est pas dans les petits papiers de Red Bull. Mais voilà, moi, ce que je vois, c'est ce que je vois en tant que fan de F1. Et quand je regarde ma télé, je me dis, c'est le moment où Perez doit briller. Il le fait pas. Et donc, c'est problématique encore une fois. Donc, Perez. Il a intérêt à se réveiller très 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 vite dans cette saison. Il doit, pour moi, s'il veut garder son baquet, à minima une fois battre Max Verstappen. À minima. C'est obligatoire. Sinon, on met quelqu'un d'autre. Moi, un aspect que j'ai trouvé très bizarre, c'est McLaren, ils sont 3 et 4, avec Piastri qui est 3e pendant la course. Et là, on leur dit de changer de position. Et moi, je trouve ça quand même très très bizarre. Piastri qui aurait pu avoir un podium dans son pays. Surtout, il a blagué avec Ricardo juste avant. Lequel des Australiens sera le premier à retourner sur le podium ? Il disait, ça va pas arriver avant très longtemps. Là, il y a moyen. Et McLaren qui change de position,
franchement sans aucune vraiment raison. Si, il y a toujours des raisons. Les consignes d'équipe, elles existent pour une bonne raison. Et si il a accepté de laisser passer, c'est qu'a priori, il y avait quand même des facteurs. Norris avait des pneus en meilleure santé au moment où c'est arrivé et il voulait tenter d'aller chercher Leclerc. Ce qu'il n'a pas réussi. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Ce qui est dommageable dans cette histoire, c'est le manque de galanterie, si je puis dire. On a déjà vu Hamilton laisser passer Bottas ou Rosberg, etc. et rendre de la place juste avant la fin. Surtout là, ça aurait eu quand même vraiment une signification. On est en Australie, il est à la maison, il domine son coéquipier, il aurait dû rendre la place à la fin. C'est pas cool. La décision de laisser passer Piastri, je la trouve pas illogique. Les consignes d'équipe ont toujours un bon fond. On laisse pas passer quelqu'un juste parce qu'on a envie de l'embêter, si je puis dire. Non, c'est ça. Mais dans ce cas-là, à la fin, voilà, Norris aurait peut-être dû rendre la position. Ça, je trouve qu'effectivement, ça aurait été pas mal. Surtout que là, dans ce cas-là, il y a rien à gagner pour l'écurie. C'est ça. Ils sont 3 et 4 de toute façon. Ils savent qu'ils vont pas chercher un titre de champion du monde ni un titre de vice-champion du monde. C'est pas cette année pour eux. Ou alors ils vont nous sortir une dinguerie d'un coup et ils savent que Norris sera devant, mais je vois pas comment. Honnêtement, c'est inimaginable pour moi. Donc ouais, je trouve que c'est pas cool. C'est un très mauvais move. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer après. Parce que moi, je suis à la place de Piastri. J'ai laissé passer Norris une fois. D'accord ? C'est ok. C'est que ma 2e année. Norris est là depuis plus longtemps. Mais voilà, je suis à la maison. Donc en Australie, je suis chez moi. Je suis devant mon public, mes parents, etc. Je fais une meilleure course que Norris. Je m'en sors mieux. Vous me demandez de le laisser passer, j'obéis, je laisse faire. Il me rend pas la place, les gars, je vais pas le faire 3 fois. Hein. Non, bien sûr. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est peut-être aussi ce que Zak Brown tente de faire ? Ouais, créer titiller un petit peu Piastri pour que d'un coup d'un seul, il sorte les crocs ? Peut-être. Et à ce moment-là, ça devient intéressant. À ce moment-là, on commence à avoir une vraie rivalité dans l'écurie. Et McLaren, ils sont experts pour ça. Si on se rappelle Prost et Senna, voilà. Bon, c'est pas du tout la même écurie que l'époque. Alonso, Hamilton. Ouais, Alonso, Hamilton, ça c'était pas mal non plus dans le genre. Donc, est-ce que c'est ça qu'il recherche ? Est-ce qu'il a envie de réveiller, si tu veux, le tigre de Piastri et qu'à un moment donné, ce pilote ultra prometteur devienne peut-être le vrai numéro 1 et qu'on dise à Norris, t'inquiète, c'est toi le numéro 1. On va te donner la place, on va le laisser passer. Moi j'y crois pas. Je pense vraiment qu'ils veulent le réveiller. Peut-être que Piastri il sentait qu'il était en train un petit peu de faire ce qu'on disait sur Charles Leclerc, laisser un peu passer, de la galanterie, être un peu bon toutou de l'écurie. Ils veulent le réveiller, je pense. Donc voilà, je pense que c'est ça le message. Norris n'est plus autant en sécurité qu'avant après ça. Pour moi, c'est mon analyse. C'était une bonne décision, un bon call. La finalité de ça, elle était entre les mains de Norris. Dommage pour toi, mon grand. T'as peut-être gagné un podium, tu viens peut-être de perdre d'autres opportunités pour plus tard. Un autre Grand Prix où ça ne va pas du tout pour Mercedes. Hamilton, le moteur qui lâche au 17e tour. Et puis Russell qui se crache lors du dernier tour. Là, pour l'instant, Mercedes, je pense qu'au classement des pilotes, ils sont vraiment pas bien. Et au classement des constructeurs, ils ont jamais été aussi bas non plus. La catastrophe. Bon, après, faut jamais oublier une chose. Attention, une saison de Formule 1, c'est très long. On est au 3e Grand Prix. Que Mercedes ne marque pas de points cette fois-ci, bon, peut passer encore. Double DNF, c'est quand même ça fait mal. Assez rare. Et c'est surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu depuis des années chez Mercedes. D'habitude, il y a toujours cet esprit de c'est pas grave, on va trouver une solution. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu on sait pas très bien d'où vient le problème. Ouais, et ils font des allers-retours au niveau des réglages et parfois ils gèrent lors des essais, puis d'un coup au qualif c'est plus du tout ça, et donc on a l'impression qu'ils savent pas très bien dans quelle direction ils doivent aller. Oui, et je pense que tu as mis le doigt là-dessus, ils savent pas où ils doivent aller, et ça fait depuis le changement de réglementation 2022 qu'ils savent pas où ils doivent aller.
La Mercedes de cette année, c'est une copie de la Red Bull de l'année dernière, à peu de choses près. Là où Red Bull fait la copie de la Mercedes de l'année dernière inversé, et font beaucoup mieux qu'eux. Enfin, moi, je suis désolé, cette saison, c'est une humiliation pour Mercedes. Hein. On est en plein dedans. Donc, oui, moi, je serais. Si je suis à la place de Toto Wolff aujourd'hui, je suis pas bien. Faut pas oublier plusieurs choses. La première, c'est que. Il a dit dans une interview qu'il voulait se donner Il voulait se frapper tellement il était pas. Bah oui, mais Mercedes s'est fait vampiriser sur les dernières années. Beaucoup de leurs grosses têtes pensantes sont parties chez Ferrari, chez Red Bull, chez McLaren, chez d'autres, mais voilà, ils ont perdu des grands noms chez eux, des grandes têtes pensantes, des grands ingénieurs, et bah ça commence à se ressentir, je trouve, fort d'ailleurs, alors que c'est une écurie qui a beaucoup de moyens. Le fait qu'il y ait le budget cap aussi quand même équilibre beaucoup les choses sur l'ensemble. Donc voilà, il y a ce problème-là chez Mercedes qui n'arrive donc plus à gérer. Ce qui est problématique, si effectivement c'est un problème moteur sur cette course-là, pour Hamilton, Mercedes, c'est leur grande force, c'est de savoir faire des moteurs. C'est pour ça qu'avant 2022, ils étaient aussi bons, parce que leur moteur hybride, c'était le meilleur. Bon, là, on a gelé les moteurs, donc fatalement, leur marge de progression, elle est difficile. Ils peuvent améliorer que la fiabilité. Pour Mercedes, c'est un coup dur, quoi. Surtout, Aston Martin et McLaren, ils ont le moteur Mercedes. Oui, et McLaren, ils ont l'air de fonctionner mieux. Donc, on peut quand même se poser des questions. Il faut se poser des questions parce que il y a un moteur, mais il y a aussi tout ce qui va autour du moteur, tu vois. Bon, c'est plus là, ils ont dit que c'est un problème mécanique, donc moteur, autre chose, on sait pas. Mais voilà, le fait est que non seulement Hamilton, il n'a pas le moral, on le voit bien, il n'est pas dans ses bonnes dispositions, on disait tout à l'heure, mais en plus de ça, Mercedes, c'est pas le feu, c'est une écurie qui est habituée à gagner, ils ont 8 titres de champion du monde, là d'un coup d'un seul, Red Bull leur repasse devant avec une facilité déconcertante, maintenant Ferrari leur passe devant, McLaren commence à les challenger, ça commence à faire mal, quoi. Donc Mercedes, il faut peut-être repenser un petit peu la stratégie d'équipe si on veut pas se retrouver comme Alpine cette année. C'est surtout aussi, l'histoire avec Hamilton, tu vois, ce serait quand même beau de finir finir en beauté simplement. Ça finira pas en beauté. Mais ça ne finira pas en beauté. Et je trouve que ça aurait été un peu la meilleure revanche entre guillemets, même si c'est pas dans la logique des choses, de faire quand même des succès avec Lewis même la dernière année, même si c'est pas très logique quand un pilote s'en va, mais par rapport à tout ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est un peu, allez, c'est la dernière année ensemble, on finit en beauté, juste par rapport à tout ce qu'on a fait, quoi. Et ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, ça ne s'annonce pas brillant. Non, je crois que on n'écrira pas cette histoire-là, malheureusement. Peut-être que Mercedes peut se réveiller d'un coup. Ils l'ont déjà fait dans le passé, de faire des innovations incroyables et qu'on n'a jamais vu venir de nulle part. Ça, oui, parce que lors des tests, tout le monde disait Mercedes, ils ont un aileron avant incroyable, et donc on se disait ils vont nous sortir un truc que les autres n'ont pas, ce qui était un peu leur spécialité, toujours d'avoir une avancée que les autres écuries n'avaient pas. Tu te rends compte qu'ils marsouinent de nouveau. Ouais. Il n'y a pas la révolution. Ils sont pas là, Mercedes, ils sont à côté du coup depuis maintenant 3 ans. C'est leur 3e saison d'affilée où ils sont pas dans le coup. Et bon, après, faut pas oublier, on disait ils sont pas dans le coup. Et puis ils terminent quand même au championnat constructeur, 2e ou 3e. Lewis, ça va. 3e au championnat, Une mauvaise saison pour Mercedes, c'est ça, tu vois. Bon, là, je pense mais j'ai l'impression que cette année, ça va être pire. Ça va être bien pire et c'est pas parti pour aller mieux. Même l'année prochaine, j'ai vraiment peur pour Mercedes. Et oui, il y a plus. Tu sens qu'ils ont plus leur esprit combatif. Ouais. Là, ça se voit dans les arrêts au stand, ça se voit quand tu vas parler à Mercedes. Je vous invite même à regarder leur com sur les réseaux sociaux. C'est un peu déconcertant. Ouais. Ils sont perdus. Ouais. Leur esprit de winner, il est plus vraiment là. Donc, va falloir, je pense, du temps pour que ça se remette en place. On peut parler de Russell qui se crache. Ouais. Alors moi, évidemment. Au début, je me dis c'est lui qui fait une erreur. Il finit dans le mur. Sur le dernier tour, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais apparemment, après analyse des données, c'est quand même ce bon vieux Fernando qui aurait fait un peu un petit break check là. Oui, mais attends, moi la FIA, je suis désolé, mais ça ne va pas du tout. Combien il prend 20 secondes de pénalité pour ça ? Ouais.
Tu te rends compte? Parce que, quoi? Il a défendu? Non mais attends, on parle de ça quand même. Donc, ils ont prétendu qu'il n'avait pas fait le même tour que ce qu'il avait fait les fois précédentes. Ce qui est logique, vu que s'il faisait le même tour, Russell le dépassait facilement. Mais attends, quel pilote fait 2 fois exactement le même tour? Sauf quand t'es Max Verstappen et que tu fais que de la promenade. Ça n'a aucun sens de sortir ça. C'est quoi cet argument? Donc maintenant, pour faire de la Formule 1, il faut faire le même tour à chaque fois. C'est ça que le message de la FIA. Non mais on vit quoi là? Et tu ne peux pas défendre. Et tu peux pas défendre quand t'as un pilote qui vient t'attaquer derrière. Non mais attends. Sur le dernier tour en plus. On est dans quelle vie là? Je suis navré, mais pour moi, George Russell a merdé tout seul. Il se plante comme un enfant. Et c'est dramatique ce qui s'est passé. On peut aussi critiquer la vitesse à laquelle il a fallu mettre une virtual safety car. Il a fallu 15 bonnes secondes avant qu'on se bouge. Quand même au milieu il est au milieu de la piste en travers. Ouais. Tu vois derrière c'était Stroll qui arrive comme une balle, qui est obligé de se décaler, qui se retrouve à moitié dans les graviers. On vit une situation complètement surtout dingue. Quand on voyait la voiture, on pensait que vraiment que c'était plus grave que ce qui... Ah mais moi je voyais un crash, moi je voyais un mort là, honnêtement, c'est ce qui s'est passé, pardon, c'est une très mauvaise gestion. On entend à la radio de Russell, il hurle, il est pas bien mettez un drapeau rouge immédiatement, c'est etc. ça, pourquoi il n'y a pas eu de drapeau rouge, tu vois. Alors l'explication s'est retrouvée après et je la trouve un peu logique, quoique on peut aussi se poser la question de comment ça se fait que ça arrive. Il se fait que quand on est dans les derniers tours, le paddock est déjà aménagé pour le podium. Parce que le podium va arriver, donc les gens vont rentrer dans l'espace paddock, etc. On aménage déjà tout ça. Mais alors, on peut déjà se poser la question aussi de est-ce que c'est logique de faire ça alors que la course n'est finalement pas finie? Et on le sait très bien qu'en Formule 1, la dernière seconde, il peut encore se passer des choses. On l'avait vu, je sais plus, c'était 2023 où Ocon rentre dans les stands. Un arrêt au dernier tour et il y a des gens qui sont sur le... Ouais, c'était à Bakou, je crois. Oui. Et effectivement, tu vis ces situations-là, mais je suis navré. Tant que la course n'est pas finie, ça devrait pas arriver. Tant pis si on doit se bouffer une pub plus longue ou j'en sais rien. À un moment, on parle de la sécurité des gens, on parle de vie humaine en jeu. Le show ne doit pas prédominer sur ça. Mais donc, selon toi, on revient un petit peu à la base, Alonso... non, pas fautif. À zéro moment. Surtout que Alonso, il vient quand même d'une ère de la Formule 1 avec Schumacher, tout ça, où les gars ils se défendaient, c'était plus costaud, quoi. Il n'y avait pas de DRS et tout, il fallait vraiment dépasser. Ça n'a jamais arrêté, hein. Ça a toujours été ça, c'est juste que c'est peut-être moins visible, ou en tout cas c'est vrai qu'on a eu un problème avec des voitures qui déjà dominaient beaucoup avec Mercedes, mais aussi avaient beaucoup trop de tortillères et donc permettaient plus difficilement les dépassements. C'est-à-dire pour ça que le DRS est arrivé. Mais oui, effectivement, Alonso, c'est une vieille école. Et demander à Alonso aujourd'hui de plus faire... Comme tu dis, c'est ça fait partie de ses forces, c'est la défense. Donc s'il peut plus faire ça... Au même titre qu'Hamilton, au même titre que d'autres pilotes, tu remets Raikkonen dans le baquet d'Alonso dans la même situation, il fait pareil. Hein. C'est ça. Donc non, moi je trouve qu'à un moment, on peut pas reprocher à Alonso de piloter comme il pilote parce qu'en fait il a pour moi pas fait d'erreur. C'est mon avis, hein. Je suis pas commissaire de course, mais non, pour moi cette pénalité elle est pas légitime, qui plus est beaucoup trop sévère. Si quand bien même il aurait fallu mettre une pénalité, c'était pas comme ça qu'il fallait la faire. Russell n'a pas géré la situation comme il aurait dû le faire. Il se plante tout seul. Et voilà. Et donc non, je trouve que c'est très problématique la situation dont et l'accident et la pénalité ont été gérés. Et il faut vraiment se remettre en question. C'est déjà arrivé à Monaco, la fois où Hamilton et Ocon étaient dans une situation de dépassement près de la piscine. Non, on peut pas faire ce genre de choses. En fait, on peut pas dire aux pilotes ah ouais, mais en fait, vous pouvez plus vous dépasser, sauf si, en fait, tu as l'impression que pour dépasser, tu n'as plus qu'une seule option, c'est DRS ligne droite, je suis plus rapide que toi. C'est ça. Alors à ce moment-là, désolé, mais alors on fait comme en F2, on leur met tous la même bagnole. Voilà, et à ce moment-là, on revoit des courses. Mais c'est pas ça la F1. La F1, c'est des bagarres, et donc il faut accepter qu'il puisse y en avoir. On va passer vite fait en revue 2 points, c'est-à-dire c'est As de nouveau, 9e et 10e dans les points.
Là, ils font un très bon début et en vrai, ils sont devant beaucoup d'autres écuries et c'est vraiment un début pas surprenant, mais c'est très bien pour eux quoi, par rapport à ce qu'ils faisaient les autres années. Qu'est-ce que je suis déçu que Gunther Steiner récupère pas les lauriers de ce travail, parce que pour moi c'est encore son travail, hein, vraiment. Gunther Steiner qui devient d'ailleurs consultant Canal+ Qui fait aujourd'hui. des interviews maintenant qui sont très bizarres d'ailleurs. Oui, Charles ne comprenait pas la moitié de ce qu'il lui demandait. Oui, ou alors qu'il fait les interviews de fin de course aussi. Maintenant, tu fais OK, ouais, c'est effectivement très bizarre, mais pour moi ça reste encore les lauriers de Gunther Steiner. Pour l'instant, ils jouent bien leurs cartes. Ils sont très bien placés. Donc, est-ce que ça va continuer comme ça? C'est une autre question. Il faut pas oublier moteur Ferrari aussi. Et donc ça, c'est intéressant parce que tu as un Ferrari qui va mieux et donc As qui va mieux aussi. Et ça, c'est bien. Donc on peut aussi se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une fiabilité qui fait que du coup l'écurie s'envole un petit peu? Autant j'ai un peu dénigré les deux pilotes en disant que c'était pas deux pilotes très brillants et qu'ils avaient fait un peu leur temps. Ils font le taf quoi. Au moins ils font pas d'erreur et voilà. Je trouve très dur, surtout envers Magnussen. Mais oui, non. Je trouve que autant l'un que l'autre, pour l'instant, ils se distinguent très très bien. Ils prennent des bonnes opportunités. As dans les points, génial. Tu sens que ça veut bouger du côté de Gene Haas aussi, hein, qui remodèle un peu son équipe, met un nouveau team principal, met un petit peu plus d'argent. On le sent. Il y a des sponsors aussi qui bougent, etc. On revient quand même d'une écurie qui, il n'y a pas si longtemps, avait un drapeau russe et Mazepin dans un baquet. Hein. Donc, et qui finissait 20ème. Et qui finissait 20ème à toutes les courses. Non. Génial ce qui se passe pour Haas. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont capables de donner. Ils reprennent la place qu'Alpine a perdue finalement cette année. Et donc, let's go, quoi. Faites-nous rêver un petit peu et donnez peut-être aussi l'engouement au public américain de venir voir de la F1, parce que c'est la seule écurie américaine aujourd'hui. Ça peut être intéressant ce qui se passe. Donc on pourrait avoir une écurie de milieu de plateau qui se réveille et qui devienne intéressante. Et ça, c'est cool. C'est vraiment très cool. Par contre, une autre écurie là qui est totalement à la ramasse, hein, c'est Sauber ou Stake, je ne sais pas comment on appelle. Kick Sauber F1 Team. Mais alors, on va dire Sauber. Ils ont oublié comment faire des pit stops. Ça fait 3 courses d'affilée. Où je sais pas, ils n'arrivent pas à changer des pneus et on se dit mais les gars, vous faisiez ça avant, que c'était Alfa Romeo et ça posait pas spécialement de problème. Qu'est-ce qui se passe? Et Bottas, il était pas si mal placé hein, dans la course. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Toute sa course est finie et même Joe, hein, c'est les deux quoi. C'est les deux. Non, aucun pit stop qui marche. Bon, moi cette écurie, je comprends rien. Je sais pas ce qu'ils font. C'est comme Visa, Cash App, machin. Même si eux, ça va mieux, mais en fait, c'est comme au foot, tu sais, quand tu vois des écuries où il faut 40 sponsors différents pour réussir à mettre quelque chose sur le terrain et que ton sponsor principal, il est vert fluo et c'est la sous-marque de Twitch, il y a un problème. On a un vrai problème. Donc, je comprends rien à ce qui se passe. C'est une écurie qui va bientôt avoir l'un des plus gros sponsors de la F1 avec Audi. Parce que Audi va surtout arriver comme sponsor au début. Je pense qu'ils attendent que ça aujourd'hui, que ce pognon rentre. Oui, ils ont racheté totalement d'ailleurs. C'est ça. Et Audi, surtout quand ils vont arriver, Audi, ils ont une légende déjà accomplie. Ils ont été en groupe B, ils ont été incroyables avec Michel Mouton, ils ont gagné Le Mans, enfin tu vois, c'est pas n'importe qui. Non, bien sûr. Et donc quand t'arrives, que tu t'appelles Audi en F1. Tu regardes surtout en particulier Mercedes dans le viseur en disant toi t'as 8 titres, moi j'en veux 9 et c'est ça qu'ils veulent, et donc c'est mal barré. C'est mal barré, mais c'est mal barré maintenant. Mais c'est surtout incompréhensible parce que c'est pas une écurie qui vient d'être créée. Voilà, comme je dis, c'était Alfa Romeo avant et ils faisaient des choses pas si horribles que ça non plus. Enfin, c'était pas les derniers. Alors oublie pas une chose, Alfa Romeo c'est une peinture. Hein. Oui, c'était Sauber. Ça n'était que ça, ça a toujours été Sauber. Sauber est une écurie au même titre que Williams légendaire. Regarde où est Williams aujourd'hui. Faut pas oublier, la F1, non, bien sûr, c'est du pognon. Là, on a l'impression ou alors c'est des mecs qui n'ont jamais fait ça de leur vie, mais on a l'impression qu'ils débarquent et qu'ils n'ont jamais fait un pit stop. Quoi. Peut-être parce que c'est probablement le cas. Ouais, mais bon. Pose-toi la question, où sont les bons aujourd'hui? Ils sont chez Red Bull.
Ferrari, waouh, les arrêts au stand. Bien sûr. On disait pas la même chose il y a 2 ans. Mercedes, bah voilà, ils sont dans les top teams. Est-ce que aujourd'hui l'ensemble des mécanos qu'on retrouve dans le pit stop de Kick Sauber, je sais pas quoi, c'est peut-être aussi des rookies de la formation, peut-être. Mais c'est un peu dommage parce que c'est dommage, ça gâche Bottas, une course. bon, je dirais pas qu'il finirait dans le top 5, mais Non. au moins peut-être dans le top 10 quand même. Et bah là, c'est impossible, quoi. Ils sont capables d'aller chercher des points de temps en temps sur des opportunités, sur des bonnes courses. Ils se gâchent cette capacité-là en ratant des arrêts au stand, en prenant des mauvaises décisions stratégiques. Et ouais, il va falloir effectivement, au même titre que d'autres, se bouger fort, très fort, se mettre un bon coup de taser. Et ouais, c'est pas normal d'arriver 30 secondes plus tard dans les stands avec les mauvais pneus et de devoir retourner derrière pour aller les chercher. Enfin, non, ça c'est pas possible. C'est clairement pas possible. C'est pas digne de la F1. Donc non, faut vraiment réorganiser tout ça. Bon, c'est une écurie qui est en transition, même titre que d'autres. Ils n'ont pas grand-chose à aller chercher cette année. C'est une écurie qui va mettre du pognon, à mon avis, beaucoup plus sur du développement que sur ces saisons-ci. L'année prochaine, ce sera probablement pareil. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire de ça, malheureusement. Je pense pas qu'on doive vraiment mettre nos yeux sur Kick, Sauber cette année. C'est pas une écurie qui m'intéresse, personnellement. Voilà. Et à moins d'un coup d'éclat. Par contre, on les voit très bien sur la piste. On les voit très bien, mais est-ce que justement ils voudraient pas qu'on ne les regarde pas et qu'on ne les voit pas? Ouais, je pense que malheureusement pour eux, je crois que ils auraient dû faire une voiture toute noire, peut-être. Ouais, je pense que ça aurait été pas mal effectivement, mais voilà, donc non. Ça intéresse personne ce qui se passe là-dedans pour le moment. La preuve, c'est que même Alfa Romeo s'est barré parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus rien. Voilà, c'est tout. C'est ça aujourd'hui, cette écurie. C'est une écurie en transition. Pour Audi, ce sera une magnifique histoire parce que s'ils arrivent avec un vrai gros développement, ce que je pense qu'ils sont en train de faire, très honnêtement, je serais à leur place. Moi, je mets tout mon pognon là-dedans. Tu reviens avec une écurie qui était nulle part. Ce sera en 2025. Et en 2026, comme Aston Martin l'a fait, tu vas chercher des points et tu vas titiller les plus grands. Voire même tu gagnes, on sait jamais. Waouh, à mon avis, ils vont mettre les ressources parce qu'ils ne viennent pas en Formule 1 après autant de temps pour faire de la figuration. Ah non, donc, clairement. Et donc je pense que peut-être qu'ils le préparent comme ça. On met rien ces saisons-ci, on s'en fiche complètement. Faites le service minimum. Si vous allez chercher des points, on est content parce qu'on paiera moins cher les années prochaines. Mais notre pognon, on va le mettre sur développement. Et je fais confiance à Volkswagen pour avoir du pognon. Donc ça va. De quoi faire. Et ouais, moi je pense que c'est ça qu'on attend aujourd'hui de cette écurie. Rien, vraiment rien. Je sais pas si tu as entendu, il y a des rumeurs. Apparemment, Helmut Marko, il donne 2 courses encore à Ricciardo avant que ce soit Lawson qui le remplace. Ouais, Lawson. En vrai, il a prouvé ce qu'il savait faire, mais ce serait un peu bizarre d'avoir fait revenir Ricciardo juste pour ça. Quel aveu d'échec de la part d'Helmut Marko. Helmut Marko lui-même est sur la sellette chez Red Bull à l'heure actuelle. Parce que les patrons de Red Bull en ont marre de sa tronche et de ses décisions. Et Daniel, ça reste quand même le chouchou de Horner aussi. Oui, et du public aussi, il ne faut pas oublier. Daniel Ricciardo est un pilote très populaire, il peut ramener de l'argent assez facilement. Mais je t'avoue que moi j'adore Ricciardo, enfin qui ne l'adore pas on va dire. Ouais. Mais là ça fait de la peine à voir quand même. Ce qui est fou, c'est que l'année dernière on était persuadé qu'il allait chercher le baquet de Pérez. Ouais. On était tous persuadés de ça. Là, c'était une question de temps. Ouais, on était certains. Et là, ce début de saison, on ne sait pas. Mais surtout, Mexique 2023, il finit 4ème. Et là, on dit, ça y est, il est là. Ça y est, quoi. Mais tu vois, c'est... Et surtout, en fait, si Helmut Marko... Attends, juste petit détail. Quand tu vois Drive to Survive, Daniel, là, il fait un tour à Silverstone. Et Horner lui dit, t'es quasi au même tour que Max Verstappen. Ouais. Et là, ça va. Tu dis, c'est bon, il est là, quoi. Ouais. Et je crois que c'est ça qui est bizarre en fait, mais ça c'est le problème avec Red Bull. Tu sais jamais vraiment où sont vraiment les pilotes. Parce que Red Bull a toujours eu un peu cette façon de faire où il y a toujours un pilote numéro 1, numéro 2, et le numéro 2 vraiment toi t'es pas servi quoi. T'es éclaté au sol et tu te démerdes avec les restes. Avec les restes. Ouais. Non mais c'est toujours été comme ça et ça se vérifie même dans Visa Cash App, je sais pas quoi. Donc ouais, je pense que est-ce que c'est Ricciardo qui est mauvais
ou est-ce que c'est Tsunoda qui est vraiment en surpilotage? Parce que Tsunoda, pour le coup, là, il nous a montré une course assez exceptionnelle. Le dive bomb qui nous fait ces dépassements. Waouh, Tsunoda, pardon, mais il s'est réveillé cette saison-ci. Donc, oui, ce qui a toujours été un peu le problème avec lui, c'est que on disait bon, il est pas mauvais, mais bon, rien d'extraordinaire non plus, tu vois. ce qui était surtout problématique, c'était son caractère qui était assez problématique. Il a beaucoup travaillé dessus. On l'a vu, non, quoique la première course de cette année. Mais ça va mieux déjà. Mais ouais, je pense. Mais je pense qu'il a compris justement, il s'est dit en fait, tu gagnes rien à faire ça, Ouais. montre juste que t'es plus rapide. Après moi, si je devais miser, je maintiens que Ricardo est meilleur que Tsunoda, mais pour l'instant, c'est pas pour le moment. Pas pour le moment, et il ne le- montre pas ça. Et le donc. problème, c'est qu'on est encore une fois dans une saison mercato. Donc Mais je suis un fanboy de Ricardo. ouais, mais je tiens à comprends. préciser. Il n'y a pas de problème. Et moi, je l'aime beaucoup aussi. Et je trouve. Mais moi, là, c'est difficile de le défendre hein, pour l'instant. Après, c'est pas non plus un circuit où il est dans sa zone de confort. Il faut bien l'admettre. Tu le mets en Hongrie, tout de suite, ça va mieux. Donc, je crois qu'il faut aussi mesurer peut-être la capacité de Ricardo à travailler avec une voiture qu'il n'a pas développée. Parce qu'il est arrivé en milieu de saison l'année dernière, donc il n'est pas non plus à l'aise forcément dans sa bagnole. Il a eu l'interruption nouveau avec Il a eu une cet interruption. accident. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui sont pas bons. Que Helmut Marko commence à ouvrir sa tronche en disant je lui donne 2 grands prix pour machin, je suis désolé, mais ça pour moi c'est une preuve d'incompétence d'Helmut Marko s'il a vraiment sorti ça. Et c'est ça. Et en plus, surtout, tu te dis. Comment tu veux qu'un pilote s'améliore si à chaque fois, Ouais, si à chaque fois tu les changes toutes les 2 ça, semaines. C'est ça, c'est pareil avec De Vries, t'as même pas le temps de faire quoi que ce soit, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. De Vries, il aurait pu encore prouver longtemps, mais donc non, je suis pas d'accord avec l'idée que Ricardo est nulle part. Il commence pas très bien. C'est pas sa saison pour le moment. Une saison de Formule 1, c'est long. C'est pour une bonne raison. Laissez-lui le temps de s'installer dans ce siège. Mais en tout cas, on espère vraiment qu'il va retrouver son niveau et pas que ça va être un peu la même chose que chez McLaren où en fait il va petit à petit dépérir. Comme il l'a fait chez Renault, comme il l'a fait chez McLaren. Malheureusement, son passé ne l'aide pas dans ces trucs-là. C'est ça. Donc là, ça commence à faire plusieurs années où c'est plus trop ça. Et donc, est-ce que c'était un peu il va revenir aux sources chez Red Bull, il va être avec Max comme au bon vieux temps. Mais attention qu'il n'est pas chez Red Bull. Hein. Il est chez Visa Cacha. Donc pour toi, pas Lawson cette année. Ce serait dommage si on met Lawson à la place. Pour moi, il a raté sa saison, il a raté ses opportunités, il n'a pas voilà. Ou alors, s'il vous plaît, rendez-nous Latifi qu'on rigole. Rendez-nous là. Le Gotifi, Ce sera le retour. Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, rendez-nous. On pourrait conclure pour cet épisode avec tes pronostics pour le prochain Grand Prix au Japon. Bien sûr, Max Verstappen va gagner. Quelle originalité. Ouais, je prends des risques, hein. Je prends des gros risques là, mais Max Verstappen va gagner. Et puis, non, pour l'instant, Ferrari est en très bonne santé, ça fait plaisir. Donc, top 3, c'est quoi alors? Mon top 3 alors, le top 3 pas risqué, ce serait de dire à l'heure actuelle Max Verstappen, Perez, Sainz, mon podium, tu vois. J'ai envie de croire à un Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri. Et ça, ce serait rigolo. Ça, ce serait pas mal. Et ça, ce serait rigolo. Au Japon, ce serait vraiment sympa. Et ouais, je pense que ça pourrait, voilà. Ouais. Ce serait une course un peu idéale. Moi, je vais dire Verstappen premier, oui, ça Oui, c'est ça, c'est sûr. évident. Je dirais Charles Leclerc en deuxième. Ouais, moi aussi. J'ai quand même de l'espoir encore. Et en troisième, peut-être Carlos. Hein. Ah, tu crois, le doublé Ferrari en deuxième? Je pense qu'ils sont devant Perez. Et Ferrari, je pense qu'ils vont être pas mal. Alors j'espère peut-être Hamilton dans le top 5 s'il pouvait revenir. Non, mais j'y crois pas. Ça paraît trop tôt encore. Il me rappelle trop 2022, il est pas dedans. Ça paraît trop tôt pour ça. Donc, il se réveillera après l'été. Peut-être McLaren dans le top 5. Mais en tout cas, le top 3, les deux Ferrari, ce serait pas mal. Du coup, merci Tanguy. Merci à toi. Merci de m'avoir invité, avec grand plaisir. J'ai très peu parlé, mais c'est pas grave. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine course au Japon, pour le prochain épisode numéro 4. À très bientôt. Ciao. Salut.